Donc en fait, l'idée c'est que moi je vote plus en fait depuis 2 ans. Là. Depuis 2 ans je vote plus, je me suis dit j'arrête quoi. J'arrête parce qu'en fait ça change rien, ça change rien. Et je me suis posé des questions, pourquoi je votais en fait. Pourquoi je voulais voter et en fait j'ai posé la question aussi aux gens, pourquoi ils votaient. J'ai fait ma petite enquête et tout ça et en fait, alors j'ai plein de réponses, mais j'ai toujours les mêmes qui viennent. Peut-être qu'on peut jouer ensemble, quoi. Pourquoi tu votes, par exemple? Tu votes plus. Qui c'est qui vote ici, alors? Qui c'est qui vote? Moi, j'y crois pas. Tu votes. Pourquoi tu votes? Voilà. Alors, voilà. Ouais, donc, j'avais ta réponse, je ne sais plus. Voilà. Bon, ensuite, j'ai eu d'autres réponses. On s'est battu pour le droit de vote. Ah, ça, souvent, ça revient. Voilà. Alors moi, j'ai fait mon enquête, hein. J'ai enquêté et tout. En fait, on s'est jamais battu pour le droit de vote. J'ai trouvé aucune bribe de droit de vote. Alors, même à la Révolution française, hein, on nous a donné le droit de vote, mais sans ITR. C'est les femmes qui disent qu'elles se sont battues. Oui, sauf les femmes. Je vais y venir. J'ai trouvé quelques bribes, j'ai dit. J'ai trouvé quelques bribes. Les suffragettes. Pour l'avortement. Ah, les femmes, ouais. Et, non, mais... Ouais, tout à fait. Et aux États-Unis aussi, avec la marche de Martin Luther King. Mais c'est pour avoir la même servitude, finalement, que les hommes ou que les Blancs. Ouais. Et en fait, si on a des bribes, on n'a pas de bribes si. En 1848, en fait, comme il y avait le vote censitaire, donc le cens, c'était un impôt, donc ceux qui payaient l'impôt et qui étaient propriétaires pouvaient voter, et ceux qui avaient plus d'argent encore pouvaient être élus. Donc il y avait différents grades. Et en 1848, il y a des gens qui se sont battus pour pouvoir voter, parce qu'ils voulaient descendre en fait le cens, cet impôt-là. Et en 1848, il y a eu quelques révolutions un peu partout, on s'est battu quand même. Ce qu'on a revendiqué, c'est du pain, des salaires. On n'a jamais demandé le droit de vote, en fait. Donc, la réponse à cette... Voilà, c'est un malentendu, en fait. On ne s'est jamais battu. Et par contre, si vous trouvez des choses, ça m'intéresse, parce qu'en fait, j'en ai pas trouvé. Peut-être dans d'autres pays. Regardez du côté de la commune, je pense. La commune de Paris, de Marseille, Mais je ne suis pas sûr, justement. Des anards de l'époque, ils ne voulaient pas du tout le droit de vote. Hein. C'était pas du tout la... Ils voulaient la commune, justement. Ils voulaient discuter, ils voulaient le consensus. Hein. Pas du tout. Donc, une seconde réponse aussi, c'est mon devoir de citoyen. Ah, c'est mon devoir de citoyen de voter. Donc ça, je l'ai eu beaucoup. Et puis, alors, il y a un vote qui revient souvent, c'est si je vote pas, il y a le FN qui passe. Ouais, le vote utile. Moi, j'ai toujours voté contre. Alors, le vote utile, moi, je dirais le vote de la peur. Quoi. Ouais, c'est la menace. Voilà, si tu... Il a été fait pour ça. Voilà. Je sais pas. Alors là, on a fait venir beaucoup d'étrangers. Et puis, un nouveau truc que j'ai détecté, c'est je vais voter FN parce que je vais les faire chier, en fait. Donc, il y a des nouveaux, là, même de gauche, hein, j'en connais, hein, qui me disent, bah non, je veux vers le chaos. Quoi. Je vais vers le chaos, je vais voter FN, et comme ça, je vais faire chier le système. Quoi. Donc, finalement, j'ai très peu vu d'indifférents. J'ai très peu vu de gens qui ne voulaient pas voter. Et finalement, dans tous ces votes, en fait, il y a toujours, le point commun que j'ai retrouvé, c'est un désir de participer, quoi. Un désir de citoyenneté. Un désir de vouloir faire quelque chose. C'est pas, justement, la personne... Voilà, on ne peut pas empêcher ce désir. Quelqu'un qui déciderait pour tout le monde, il peut quand même entendre qu'il y a des gens autour de lui qui aimeraient participer. Quoi. Donc, il n'y a pas d'indifférence à la citoyenneté aujourd'hui. J'en ai pas vu. Il n'y a pas des gens qui s'en foutent. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on l'a vu quand on a fait une intervention aussi il y a 2 semaines avec Latitude, on a été dans la rue. On était 2. Et on a été voir les gens en leur demandant qu'est-ce qu'être citoyen, qu'est-ce que la démocratie. Et à aucun moment, on a eu des gens qui nous disaient mais ça ne m'intéresse pas, ils ont voulu vraiment parler, ils ont voulu s'exprimer, et ce qu'on a recensé, c'est vraiment un ras-le-bol de la représentation. Ils sont essoufflés de cette représentation qui finalement on ne les écoute pas. Alors c'est vrai que la représentation, ça pourrait être bien. Ça a eu été bien à un moment donné, avec les cahiers de doléances, il y avait des vrais représentants qui étaient des commis de confiance, à qui on avait confiance, et on confiait notre parole, ils allaient là-haut, ils allaient exprimer nos doléances. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Peut-être il y en a qui se sentent bien dans la représentation aujourd'hui, mais je pense pas. C'est pas ce qu'on a recensé. Il y a un vrai, dans ce qu'on a fait comme petite enquête, la représentation était vraiment mise à l'écart, quoi. Et en même temps, un désir de vouloir participer encore. Voilà, localement, ils veulent participer, c'est vrai, mais nationalement, ils s'y voient pas du tout. Ça, par contre, ils sont un peu perchés, quoi.
Alors voilà. Et pour ce droit de vote, je me suis intéressé au mot aussi. Je me suis dit, le mot vote, c'est quoi alors? C'est vrai que on vote pour quoi aujourd'hui? On vote essentiellement pour Elia. D'accord? Et en fait, on nous habitue sans arrêt à voter pour Elia. Mais voter, c'est pas forcément Elia. Oh, Et ouais. c'est des lois. Hein. Et ouais, en fait, c'est donner une opinion. Et en fait, j'ai cherché également quand est-ce qu'on nous avait demandé notre opinion. La dernière fois. Alors, la dernière fois qu'on nous a demandé notre opinion, c'était, vous le savez tous, je pense, c'était en 2005. En 2005. Avec Sarkofly. Voilà. On nous a demandé est-ce que vous voulez adopter le traité constitutionnel? On a répondu non. Et après, 2 ans après, nous l'ont fait à l'envers avec nos représentants et ils ont voté oui, eux. Donc, historiquement, alors j'ai fait un petit sondage, depuis l'adoption de la Constitution de 58, en fait, on nous a demandé 10 fois notre avis. On a voté 10 fois au référendum. Et depuis 2005, 0. Voilà. Et sur les 10 fois, combien de fois ça a été appliqué 8 fois. À chaque fois qu'on a voté, Alors, quand vous nous avez demandé de voter. alors, je vais te les citer si tu veux, ça sera intéressant. Et surtout, qui posait la question? Ah, ça a toujours été les gouvernants qu'on peut dire. On est d'accord. C'est pas un référendum d'initiative populaire. Alors, on fait un peu l'histoire. En 58, on nous a demandé pour la 5e République. Donc, on a répondu à 85% des exprimés ont répondu oui. En 61, l'autodétermination d'Algérie. Donc, on était 75% à dire oui. En 62, les accords d'Évian mettant fin à la guerre d'Algérie. Là, oui, à 91%. En 62 encore, on a 2 successifs, hein. L'élection du président de la République est au suffrage universel. Là, on a répondu oui à 62,2%. Et là, en 69, là c'est intéressant, en 69, la création des régions et réforme du Sénat. Là, on a dit non, à 53%. On a dit non. Mais pourtant, ça existe aujourd'hui, les régions. Ça. Ouais, on fait Ok ? Il y a des grandes rues de Gaulle. En 72, l'élargissement de la communauté européenne, économique européenne, pour l'adhésion de la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Irlande, la Norvège. Là, on a répondu oui à 67%. En 1988, sur les nouveaux statuts de la Nouvelle-Calédonie. Là, on a dit oui à 80%. En 92, sur le traité de Maastricht, sur l'Union européenne, on a répondu oui à 51%. En 2000, le mandat présidentiel a ramené à 5 ans. Là, on a répondu oui à 73%. Et en 2005, le traité constitutionnel européen, on a répondu non à 54,67%. Voilà. Donc ça, c'est pour la dernière fois, les dernières fois qu'on a demandé notre avis. Alors, c'est depuis 58. Donc c'est vrai que des fois, il ne faut pas rater le coche. Là, il y a des générations, peut-être on ne leur demandera jamais leur avis. Hein. Donc, et je me suis intéressé aussi, quand est-ce qu'on avait voté pour élire. Et là, c'est autre chose. Là, on a participé à 163 élections. Donc, on a élu, depuis 58, hein, je parle depuis 58, on a élu 9 présidents de la République, 14 législatures, 7 élections européennes, 5 régionales, 18 cantonales, c'est les départementales, et 10 élections municipales. C'est pas beaucoup finalement 10 élections municipales, parce que c'est tous les 6 ans. Donc en fait, on voit la démarche en fait que je vous apporte, que je veux signifier, c'est que en fait on vote, on confond vote et élection, et on veut assimiler le vote à l'élection. Et donc en fait, dans notre tête, vote égale élection. Vote égale pas participation à la décision. Vote égale élection. Et donc, et ça s'est fait progressivement. Parce qu'à la base, le mot vote, je me souviens, ça vient du latin en fait. Ça vient de veut. Voilà, veut. Et ça vient, votum, veut. Et donc, ça veut dire participation à la décision. Et pas. Veut, c'est qu'est-ce que tu souhaites. Qu'est-ce que tu souhaites ? Exprimer sa volonté. Tout à fait. Donc, on est passé à un vote qui était à la base une participation à la prise de décision, un vote à l'élection. Et en fait, on pourrait dire, à la place de dire voter, on pourrait dire élire. Ça changerait pas mal de choses. Et donc, je vous cite juste voilà, Confucius, parce que j'ai trouvé ça sympa, c'est que lorsque les mots perdent leur signification, les gens perdent leur liberté. Ouais.
Et en fait, leur liberté. Et en fait, où est-ce que je veux en venir? C'est qu'en fait, on confond le vote et l'élection. Et en fait, ça, c'est un mécanisme mental qui s'appelle, en fait, on n'arrive pas à dissocier. Et donc, en fait, on est dans un trouble psychologique qui s'appelle la double contrainte et qui est une injonction paradoxale. C'est un trouble. Ça s'appelle, j'ai découvert ça hier, en fait. Et en fait, on est malade. En fait, tous les citoyens sont malades aujourd'hui. Parce que c'est pas, ils ont envie de participer. On leur dit, allez voter, quoi. Et... C'est-à-dire, allez ne pas participer. Ouais, en gros, c'est ça. Mais alors, je vais te faire voir des trucs, tu vas voir. Tu vas voir. Donc, en fait, la personne se trouve là, on place une personne entre deux obligations contradictoires. Voilà. C'est-à-dire, ils savent que ils aimeraient participer à la décision. On leur dit de voter, donc il faut qu'ils aillent voter. Mais ils savent en même temps qu'en fait, en votant, ils élisent inconsciemment. Et donc, ça veut dire qu'ils vont ne pas participer puisqu'ils donnent des gens pour le faire à leur place. Et ça s'appelle une injonction paradoxale. Et comme, alors, j'en ai une à vous citer, par exemple, c'est quand on dit à un enfant, tu préfères ton papa ou ta maman? Et bien, le petit, il ne peut pas répondre. C'est-à-dire, tu ne peux pas répondre. Et nous, on est en injonction paradoxale aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en ai identifié deux, dont la première, je vous ai parlé, mais juste avant, je voulais vous faire voir comment on nous mettait en injonction paradoxale. Il y a des campagnes qui sont réalisées pour promouvoir le vote. Donc ça, c'en est une, ça, par exemple. Ça, c'est pas mal, ça. Moi, je la trouve, c'est la plus parlante. C'est vraiment foutage de gueule, ouvertement. Quoi. Ça, c'est le... Mais par contre, elle est trop grossière parce qu'on la voit vite fait, là. Je trouve qu'elle est énorme. Mais c'est pas les autres décider pour vous. Ouais. Votez pour quelqu'un qui va décider. Et voter pour élire. Donc, voter... Donc là c'est génial, typiquement, on en a... Ils ont fait des études, ces gens, hein, pour penser à ça. Hein. On est malade. C'est pas inné, hein. C'est pas, on n'est pas tous égaux. Hein. Non, mais parce que moi, j'y aurais pas pensé, de par parti, exemple. c'est dans une logique de parti. Ouais. Mais là, pareil. Alors là, un vote peut changer le résultat. Un vote peut changer le résultat et on met une goutte d'eau qui peut basculer. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, alors ça c'est une autre injonction paradoxale, c'est qu'on sait que le changement n'est pas possible. Oui, et d'ailleurs les injonctions paradoxales, on nous en donne plein parce que Hollande d'ailleurs, son dernier slogan c'est quoi? Le changement, c'est maintenant quoi. c'est dans ton cul. Non, c'est maintenant, pardon. C'est maintenant. Après, il y en a une autre là qui est très forte, mais que je trouve trop violente d'ailleurs. Bon, je vais sortir en noir et blanc, mais elle est en couleur. Voilà. La culpabilité au vote, c'est ça. Je suis trop jeune pour voter. Toi, t'es trop quoi? T'es trop quoi? Je suis trop con, sous-entendu. Voilà. D'accord. Voilà. Génial. Je l'ai fou là. J'adore. Hein? Hein? Sur Internet. Là, j'en ai une d'Avignon. Là. Celle-ci, quand je l'ai vue, elle m'a horrifié il y a quelques années. Ouais, c'est Hitler qui est en vacances là. Il est en vacances sur la plage. Voilà. Et il dit pour ces vacances, ce touriste pourrait bien choisir ta ville. Faisons pas les cons, votons. Faisons pas les cons. Faisons pas les cons. Tu te fais tourner. Mais il est pas mort, Hitler. C'est au Venezuela qu'elle est prise. On retrouve un chalet bavarois. Je croyais qu'il était... Alors Barbie, pour ne pas confier son avenir à n'importe qui, voter. Oh, c'est horrible, c'est Voilà. Barbie. Voilà, bah ça c'est la même que celle-ci, je trouve. C'est ne restez pas sans voix, votez. Voilà. The Voice, c'est le jeu télévisé. Voilà. Ensuite, il y a laquelle? S'abstenir, c'est faire l'autruche, donc la culpabilité. Voilà. Mais on ne veut pas s'abstenir, on veut participer. Mais pas forcément élire, à voter, oui. Celle-ci, c'est voter et Nounours sera libéré. C'est un truc pour les étudiants, ça. Bon, ça, je sais pas l'expliquer, c'est... Je sais pas trop, quoi. C'est du chantage du second degré. Ouais. Ouais. M'abstenir n'a pas rendu le monde meilleur. Voilà. Ça veut dire que si vous participez pas au vote, eh ben, le monde ne sera pas du tout meilleur et vous ne changerez rien du tout, quoi.
Ça, c'est des campagnes qui ont réellement été réalisées et qui seront réalisées encore en 2017. La propagande. C'est de la propagande. Alors là, c'est plutôt pas mal. Là, finalement, on fait appel à la représentation. Là, on fait appel à notre système élire, quoi. Mais de façon assez bizarre. Choisis qui tu veux dans ton parlement. Voilà. Voilà, ça, c'est... Freud pourrait peut-être répondre un peu sur la libido de changement, je sais pas, bon bref. Bon là, on en a une autre avec, je sais pas comment s'appelle l'émission, là, Star Academy ou Voice ou je sais pas quoi. Je te disais ça, c'est là. Voilà. Voice, Voter. Bon, voilà. En fait, la différenciation n'est jamais faite entre... Notre principale tâche aujourd'hui de citoyen, finalement, je ne parle pas peut-être de nous parce qu'on est de plus en plus avertis ici, c'est un cercle averti, mais les citoyens en général, on détermine leur principale tâche de citoyen en tant que votant. Donc, leur devoir citoyen, c'est voter. Et leur inconscient leur dit, mais je ne vais pas voter, je vais élire. D'accord? Et je sais que si je vais élire, je vais perdre la main. Voilà. Ça, c'est la première injonction paradoxale. La deuxième, c'est, alors celle-ci, je l'ai trouvée aussi, je ne sais pas si c'en est une, mais je pense que c'en est une, c'est-à-dire que on a l'expérience, finalement, donc l'élection est basée en fait finalement sur une évolution, un progrès, quoi. Chaque fois, pourquoi on ferait des élections? On pourrait ne pas en faire, quoi. Et discuter entre nous, et puis donc l'idée c'est que à chaque fois une élection, c'est basé sur le changement de ce qu'il y avait après, et inconsciemment on sait que notre expérience, eh ben, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement, même si on va voter. Donc en fait, ça c'est des injonctions paradoxales. Et après, il y a la notion de double contrainte. C'est-à-dire la double contrainte, ça il faudrait que vous vous renseigniez tout seul, parce que moi je suis en train d'essayer de la comprendre. Là, hier j'ai essayé, mais ça a travaillé, quoi. Ne pleure pas. Ouais. La contrainte, c'est que c'est l'autorité qui te dit ça. Là-haut, c'est l'autorité qui te dit ça. Et quand l'autorité là-haut te dit... quand ton père te dit ça, c'est forcément la vérité, quoi. Pour t'en détacher, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Alors, dans le monde du travail, ça se voit beaucoup en ce moment, hein. Les gens qui sont en burn-out et tout, ils sont à fond, quoi. C'est-à-dire on leur donne une charge de travail qui dépasse les capacités qu'ils pourraient réaliser dans un temps donné. Ils savent qu'ils vont à l'échec et ils ne peuvent pas dire non puisqu'ils sont dans une entreprise où ils ne peuvent pas dire non. Donc là, ça... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, je vais vous donner une définition que j'ai trouvée là sur l'injonction paradoxale, parce que ça peut être aussi des outils de manipulation, hein. Il y a des gens qui manipulent comme ça d'autres gens, et puis sans le savoir, on manipule aussi des enfants quand on leur dit voilà, ouais, tout à fait, ne pleure pas, oui, ne pleure pas, c'en est une. Il y en a d'autres que j'ai oubliées, mais il y en a plein, quoi. Alors je vais vous donner la définition. Son but, c'est affaiblir l'autre, le faire douter de lui, de ses pensées, de ses affects. La victime va y perdre le sentiment de son identité, puisqu'il s'agit à la fois d'éviter le conflit d'intérêts et de l'amener à donc de l'amener à une totale docilité. Elle doit être privée tant de son sens critique que de sa capacité à se rebeller. Alors seulement il sera possible de l'attaquer par la mettre à sa disposition, la personne, en fait. Donc c'est vraiment un affaiblissement, en fait, de la personne. Être en injonction paradoxale, c'est vraiment être affaibli, quoi. Et donc là, j'ai écrit ça, mais je me suis dit, en tant que médecin de la démocratie, puisqu'on a identifié un symptôme, en fait, bah, il y a peut-être des traitements à faire. Voilà. Il y a peut-être des traitements qui pourraient aider, en fait, à casser cette injonction paradoxale. Et pour, en fait, que le citoyen ne réfléchisse plus en mode binaire, quoi. Il faut se dissocier de cette injonction paradoxale. Et en fait, donc j'ai regardé aussi comment on pouvait guérir de cette injonction paradoxale, parce qu'il y a des petites méthodes. Alors la première, c'est répéter la double contrainte et l'injonction paradoxale. Ça veut dire en fait qu'il faut l'identifier. Et aujourd'hui, le citoyen, nous, on ne l'a pas identifié cette injonction paradoxale encore. Donc il faut la verbaliser. Il faut essayer de la comprendre, quoi, déjà, pour pouvoir l'identifier, pour savoir qu'on n'est pas dingue. Ensuite, il faut communiquer en dévoilant les non-dits. Là, il y a plein de non-dits, là. Voilà, c'est pas voter, en fait, c'est élire. Donc, il faudrait dire, là, par exemple, si on devait recommuniquer correctement, ne laissez pas les autres décider pour vous, élisez.
Et là, on voit bien que ça ne marche plus, quoi. Donc, on a identifié. Voilà. Donc, là, voilà, il faut communiquer sur les non-dits. Et ensuite, donc, il faudrait en fait changer de comportement face à ça. Il faudrait adopter un comportement différent. Et donc, ça peut se traiter aussi par l'humour, la métaphore, la créativité, la spontanéité. S'impliquer, oser se révéler, discuter, la prise de conscience, quoi. En fait, il faut vraiment prendre conscience de cette injonction paradoxale. Et là, j'en reviens à l'abstention, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'abstention, voilà comment elle est formulée, en fait. Elle est formulée, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien, t'es pas citoyen. S'abstenir, c'est pas bien du tout. Et puis aujourd'hui, il y a peu de gens qui revendiquent qu'ils s'abstiennent. Moi, ça fait 2 ans que je le revendique à fond. Je suis à fond, je m'abstiens et je suis fier de le faire. Parce qu'en fait, inconsciemment, j'ai débloqué mon injonction paradoxale, quoi. Et ceux qui s'abstiennent se taisent, se cachent un peu. Ils se cachent. J'ai senti ça. Ouais. Ou ils n'osent pas le dire. Et par contre, il y en a qui rêvent de s'abstenir. Qui n'osent pas parce qu'ils... Et du coup, j'ai senti une énergie énorme, en fait. Et en fait, il y a une énergie qui est incroyable aujourd'hui, parmi les citoyens, entre ceux qui commencent à s'abstenir vraiment, il y en a beaucoup quand même. J'ai pas fait des stats, mais je crois que c'est vraiment la majorité, d'ailleurs, aujourd'hui, en termes d'abstention, qui n'est pas forcément assumé, qui est plutôt caché. Ceux qui ont un vote utile, mais qui est contrarié. Aujourd'hui, au PS, je pense qu'il y en a énormément au PS, qui sont un peu contrariés, quoi. Et il y a un vote qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le vote FN. Le vote FN, finalement, ça rejoint un peu ce qu'on dit là, c'est-à-dire, moi, je l'identifie pas comme un vote raciste, en fait, pas du tout. C'est vraiment, moi, je l'identifie comme un vote anti-système. Ouais. Elle s'est pris les anti-systèmes, alors elle dit, regardez, ils sont pourris, et moi, je vais vous aider. Alors, il y a peut-être un peu de part de racisme, hein, parce que, après, le racisme, c'est une manipulation aussi. On vous trouve un ennemi, et là, vous allez le trouver, donc on est tien. Donc, en fait, dans l'abstention, aujourd'hui, qui est vue de façon, ça veut dire que tu ne veux pas participer, c'est dégueulasse, j'ai l'impression qu'il y a une énergie énorme, mais il faut la retourner, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retourner en fait les affects par rapport à ça. Et en fait, nous, peut-être, on peut s'en servir de cette abstention. Il ne faut pas les laisser, comme disait d'ailleurs Sophie Lamiche, il ne faut pas les laisser les gens comme ça, là, tout seuls, parce que si on les laisse tout seuls à l'abstention, soit ils vont choisir le FN, soit ils vont être malades. Parce qu'aujourd'hui, ils sont malades, les abstentionnistes. Ils disent, putain, j'ai le PS, l'UMP, je ne sais plus Mélenchon, je ne sais plus quoi choisir, mais j'ai pas envie. Leur inconscient dit, mais j'ai pas envie, quoi. Et donc, ils n'ont pas de solution. Surtout qu'ils sont en train de passer une loi contre ça. Et alors aujourd'hui, ils y réfléchissent parce que ça commence à gagner du terrain, l'abstention. Oui. Actuellement, il y a un travail, vous pouvez aller voir sur le site de l'Assemblée nationale, il y a un travail, une commission parlementaire sur la réforme des institutions. Et ils s'en soucient beaucoup parce que finalement, la seule légitimité qu'ils ont aujourd'hui, c'est le bulletin qu'on met dans l'urne. Et juste pour une anecdote sur les départementales qui sont passées, j'avais entendu un élu qui avait lâché ça à la radio, je ne sais plus qui c'est, et je trouvais ça assez culotté. Il disait de toute façon, verre à moitié vide, verre à moitié plein, l'essentiel c'est qu'il y ait du liquide dedans, laissez-nous faire le reste. Laissez-nous faire le reste. Et ce qu'il voulait dire, c'est que de toute façon, tant qu'il y aura des bulletins dans l'urne, nous on discutera. Équipe bleue, équipe rouge, il y aura un match, quoi. Voilà. De toute façon, il y aura de la démocratie pour lui. Vous inquiétez pas, on discutera, quoi. Donc là, il verbalisait quelque chose assez flagrant, lui-même, je ne sais pas s'il disait consciemment ou pas, mais il était cynique en fait. De toute façon, tant que nous on est légitime, on y va, quoi. Et du coup, derrière l'abstention, je pense qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça, quoi, en injonction paradoxale. Donc il faut les soigner, quoi. Il faut leur donner un souffle, quoi. Et peut-être qu'on a quelque chose à créer, quoi. On a quelque chose à assumer, peut-être assumer, laisser les gens dire, bah moi je ne veux plus élire. Pas voter, je ne veux plus élire. Et ça, il me semble que c'est un levier assez fort, quoi. C'est-à-dire c'est un levier énorme qui est entre nos mains. Il nous appartient aujourd'hui, il n'est à personne. Il est à personne, sauf que quand on regarde vraiment ce que font les stratèges politiques, par exemple, j'ai lu ce qu'a fait Obama. Obama, lors de sa campagne, vous pouvez les voir sur Internet, j'ai vu que le PS, en fait, il avait envoyé 4 émissaires aux États-Unis pour observer comment faisait Obama pour aller choper des voix. Et en fait, la campagne présidentielle aux États-Unis, ça se passe à 3-4%. Et en fait, ils ont basé toute leur stratégie sur les abstentionnistes de gauche. Parce que
c'est ces 3-4% qui sont un peu malades et qui savent que s'ils votent, on va les enfler et de toute façon ils ne seront jamais écoutés. Et en fait, ils ont fait leur campagne Internet, c'était la révolution Internet et tout, mais ils ont fait une campagne traditionnelle d'antan, c'est-à-dire ils ont fait du porte-à-porte. Ils sont allés voir les gens et ils tapaient dans les quartiers qui étaient soi-disant de gauche et ils sont allés dire vote Obama, vote Obama, vote Obama, vote Obama. Et en fait, ils ont fait basculer la donne. Et vous pourriez lire l'étude, c'est très très intéressant. Et leur stratégie, c'était de taper sur l'abstention. Donc en fait, l'électorat a tapé sur l'abstention, sur les abstentionnistes. Et en fait, ils savent qu'il y a une force derrière l'abstentionnisme. Ils savent que, en fait, c'est ces gens-là qu'il faut. Aussi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Oui, ils t'appellent chez toi, ouais. Ouais. Quoi faire? Moi j'ai besoin. Pour te faire voter. Donc en fait, l'idée, alors après on pourra faire un brainstorming sur comment on soigne tout le monde en fait. Comment on pourrait soigner tout le monde. Comment on pourrait libérer cette énergie du citoyen. Parce qu'en fait, elle est canalisée dans le repli aujourd'hui. Elle est repliée sur elle-même. Et si la thèse est bonne, si la thèse est qu'on a des citoyens malades aujourd'hui qui sont enfermés dans un vote d'élection, il y a des solutions thérapeutiques qui existent pour libérer, en fait, pour en fait, que dans cette salle, on soit 4000, quoi. C'est-à-dire qu'on se libère de l'élection. Qu'on puisse faire un deuil, pas forcément de la représentation, mais commencer à faire un deuil pour pouvoir commencer autre chose, pour pouvoir nous libérer autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on est enfermé dans cette quadrature de l'élection. Alors, la première idée, par exemple, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'on est complémentaires, là. C'est un truc complémentaire, c'est de faire campagne. On pourrait très bien faire campagne pendant chaque élection et dire nous, on s'abstient d'élire, mais pas de voter, par exemple. On veut voter, on veut participer à la décision, mais on ne votera plus pour élire alors, des partis politiques, pas forcément des ensembles de citoyens, mais on ne veut plus élire, ça suffit. On veut voter. On veut voter. Et écrire un livre, par exemple. Alors j'imaginais un livre comme, tout le monde en pense à ce qu'il en veut, mais Indignez-vous, par exemple. Indignez-vous, ça fait, c'est parti partout, au Brésil, au Colombie, et en fait, on pourrait écrire un livre, Abstenez-vous, qui libère en fait la pensée, c'est-à-dire on explique l'injonction paradoxale, on explique dans quelle situation on est, on explique qu'on est un petit peu malade et on peut guérir, on peut libérer cette énergie. J'ai besoin d'une précision aussi. Quand on dit abstentionniste, on parle de gens qui sont inscrits sur les listes électorales, qui ont le droit de voter mais qui n'y vont pas. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Et aux États-Unis, par exemple, ceux qui ont les gens qui votent blanc, les gens qui ne sont pas écrits sur les listes ne sont pas des abstentionnistes. Si, ceux qui votent blanc, si, ils sont inscrits dans la liste. Ah oui, ils ne sont pas dans les abstentions. C'est ça, je voulais ah non, ils ne sont pas. Alors en France, par exemple, tu es abstentionniste uniquement si tu es inscrit sur les listes. Et que tu n'y vas pas. Si tu n'es pas inscrit sur les listes, tu n'es pas considéré comme un abstentionniste. Voilà. C'est déjà tout. Il y a tout cela aussi à aller chercher. Qu'on n'a pas identifié dans le comptage, dans les chiffres. Ouais. Et aux États-Unis, par exemple, tu n'as pas besoin d'être inscrit sur les listes. Donc quand ils parlent d'abstention, eux, ils sont comptés. Tout le monde est compté. Donc l'idée entre guillemets en vieux français, c'est qu'à un moment donné, c'est bien, je me dis, il y a plein de petites initiatives comme ça, de citoyens, mais on pourrait peut-être se fédérer sur un truc plus uni et faire des propositions et dire, le point commun qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la déception de la représentation qu'on a telle qu'elle est aujourd'hui. Ça nous unit. Et peut-être qu'on peut faire la grève de l'élection, on peut faire une grève de l'élection, mais pas de la participation citoyenne. Voilà. Il faudrait créer un syndicat. Créer un syndicat citoyen, c'est ce qu'on discutait la dernière fois aussi. Et en fait, il faut se libérer, quoi. Il y a plein d'idées, mais c'est un truc de malade.